Alors ce soir, on a le plaisir de recevoir Jean Spirko. Alors Jean, dès que j'ai vu ton nom et que j'ai vu ton livre, un souvenir m'est revenu qui est ancien, mais que j'avais envie de te rappeler parce qu'il nous avait beaucoup touchés. C'était je ne sais plus quel événement que nous avions fait à Oedipe, et tu nous avais à ce moment-là envoyé un poème de Gérard de Nerval. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, à la tour abolie. Ah oui, je te laisse continuer parce que je crois que... Ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. Exactement. Et ça m'est revenu tout de suite, ça fait peut-être 30 ans. Donc tu vois, tu m'étais resté avec la poésie tout à fait à l'esprit et dans le cœur. Et bien sûr, en lisant ton livre, on se rend compte que la poésie est très présente pour toi. Et c'est une des choses très agréables à lire dans ton livre, c'est qu'il y a des références à la poésie, à la littérature et à des blagues. Souvent des blagues juives, je dois dire, mais à des blagues aussi. Hein? En général, tout à fait bien choisi, oui. Et j'ai retrouvé d'ailleurs, Jean, que nous avions un autre de tes livres. Oui. L'ombre des mots, Dieu croit-il en la psychanalyse? Oui. Il date de quand celui-là? Je sais pas. Oui, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et effectivement, tu reprends pas mal de choses dans ton dernier livre, de ce livre-là. Alors, le livre de Jean est un livre assez étonnant. Toute la première partie revisite la psychanalyse et d'une façon extrêmement claire, simple. On ne dira pas que les psychanalystes, aussi lacaniens, je pense que tu es aussi lacanien, parlent de façon obscure et en imitant Lacan. C'est très simple, c'est vraiment une synthèse de ce qu'est la psychanalyse, dans ce qu'elle a d'essentiel. Alors peut-être que nous, on s'est plutôt quand même centré sur la deuxième partie de ton livre, sur les questions des structures. Tu nous diras d'ailleurs qu'est-ce qui fait que tu y tiens comme ça. Je me disais qu'actuellement, on parle peut-être moins de structure, on parle de borderline, d'état limite plutôt que des structures. Mais alors, bien sûr, tu parles des structures hystérie, névrose obsessionnelle, phobie et perversion. Alors, ta manière d'en dire, au fond, l'essentiel, des points essentiels, sont très intéressants. Enfin, tu as une écoute extrêmement fine, j'imagine, de tes patients pour repérer comme ça les questions de structure avec l'hystérie qu'on connaît particulièrement bien peut-être du côté des questions de l'amour, de l'obsessionnel plutôt du côté du savoir et du phobique. Alors, j'ai envie qu'on s'attache plutôt à la question de la structure phobique que tu développes largement et où tu reprends la question qu'on a souvent dit que la phobie c'était un carrefour entre différentes structures et certains ne considèrent pas que c'est une structure en soi. Et toi, tu montres très bien comment c'est aussi une structure et qu'elle a ses spécificités. Parce que il me semble que ce que tu montres pour chacune de ces structures, c'est leur spécificité par rapport à l'objet, par rapport à la jouissance, par rapport au nom du père, enfin, tous ces différents éléments qui constituent la psychanalyse. Tu montres comment chacun se définit autrement. Et que finalement, les structures, c'est très important parce que ça définit notre conception du monde d'une certaine manière. Donc, c'est important de le reprendre. Et alors, oui, j'avais plutôt envie qu'on s'attache à la question peut-être de la phobie et que tu nous dises peut-être aussi pourquoi tu y tiens tellement, pourquoi tu as repris cette question des structures, et tu dis à un moment donné d'ailleurs, ah oui, j'ai bien aimé à propos de la phobie, tu dis que ça a à voir aussi peut-être avec le discours de l'analyste. Et ça, c'est intéressant. Tu vas nous dire aussi en quoi le discours du phobique a quelque chose à voir peut-être
avec le discours de l'analyste. D'autre part, tu dis aussi à la fin que ces questions ont à voir aussi avec les questions de la culture aujourd'hui. En quoi ça a une actualité. Voilà, je dirais un petit peu globalement ces quelques petites choses et te passer la parole et que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui t'a encore remis sur cette piste. Ben, je vais essayer de répondre à tes questions, c'est-à-dire à côté. Comme tu peux. Parce que ce qui me venait là maintenant, c'était, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était l'époque où je commençais à fréquenter le séminaire de Lacan. Et parmi les premiers séminaires de Lacan que j'ai suivis, il y en a un qui s'appelait Encore. Pourquoi encore? Je ne comprenais pas pourquoi. J'allais aux séances où Lacan parlait. Je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il disait. Et je connaissais des gens autour de moi que je ne trouvais pas particulièrement futés, qui me disaient c'est génial, c'est merveilleux, il explique tout. Je me disais mais qu'est-ce qu'il explique tout que je ne comprends pas? Et puis un jour, je me suis trouvé dans un lieu où un type a fait un séminaire, faisait un séminaire, il parlait, mais il parlait d'une manière tellement claire que j'en étais complètement suffoqué. Comment c'était possible de prendre référence à Lacan et de parler aussi clair que ça? J'en étais assez renversé et j'ai entendu des gens à côté qui disaient « Mais pour qui se prend ce type-là de nous parler d'une manière si claire? Il nous prend pour des cons ?» Alors je me suis dit que quand même, ça vaudrait la peine de reprendre Lacan autrement que de la manière dont il est embrumé pour essayer d'en dégager quelques lumières. Et pendant le séminaire de Encore, Lacan se référait à une méta, bien sûr, un métalangage, puisqu'il existe toujours du métalangage, parce que c'est pas parce qu'il dit qu'il n'y a pas de métalangage qu'il n'y en a pas. Quand il dit qu'il n'y a pas de métalangage, c'est qu'aucun langage, même la grammaire, n'échappe aux lois de l'énonciation, c'est-à-dire à la manière dont chacun réinvente pour lui l'articulation des mots dans une phrase dans la grammaire. Donc, il y a du métalangage qui n'exclut pas de l'énonciation. Et je m'étais dit, c'est quand même curieux, Lacan parlait à l'époque d'un certain nombre de mathèmes qui étaient des articulations de petites lettres, et il décide de ne pas continuer pour ne pas faire un métalangage. Pourquoi pas? Et de quoi il parle désormais? Du réel, de l'imaginaire et du symbolique dont peu d'entre nous, et quelque temps après non plus, comprenaient exactement de quoi il s'agissait. C'est-à-dire qu'il renonçait à un métalangage pour un autre métalangage. Eh bien moi, le métalangage qu'il utilisait avant d'y renoncer ne me déplaisait pas, puisque j'étais novice et je commençais à y accéder. Si bien que je me suis dit que pourquoi on ne reprendrait pas le métalangage antérieur à RSI pour essayer de décoder quelque chose. Si bien que j'ai pris un certain nombre de termes et en les travaillant un petit peu, je me suis aperçu de la difficulté. Je vais faire un nous politique, mais ce n'est pas uniquement politique, des difficultés que nous avons à l'appréhender. Pour la bonne raison qu'après avoir fréquenté l'école normale sup et être passé à la fac de droit, il y a un certain nombre de notions
qui ne sont pas exactement des concepts, mais qui le sont un peu, mais pas tout à fait parce qu'ils grignotent sur d'autres concepts qui différencient du premier, mais qui pas tout à fait en spécifient quelque chose d'autre. C'est-à-dire que nous sommes dans un genre de conceptualisation dont la rigueur n'exclut pas l'intersection avec d'autres concepts. Et en particulier, quand Lacan utilise le terme de « autre ». Bien entendu, tout le monde sait que l'autre, dans notre relation aux autres, ce sont des gens extérieurs à nous. Mais tout en sachant qu'ils sont extérieurs à nous, nous avons un certain type de plaisir à nous disputer avec eux, qui fait que les autres extérieurs à nous ne sont pas tout à fait si extérieurs que ça, mais sont souvent des projections de nous-mêmes, c'est-à-dire des inventions que nous faisons de la différence qu'ils marquent par rapport à ce que nous présumons être nous-mêmes. Alors il y avait donc un problème de relation avec les petits autres, les autres, et un problème de relation avec le grand autre. Mais qui c'est ce grand autre? Alors des fois, quelques-uns nous éclairaient, et ça ne nous éclairait pas beaucoup. Le grand autre, c'est Dieu, mais Dieu n'existe pas, quoique on ne peut pas s'en passer. C'est un genre de salade qui est tournée d'une manière un petit peu compliquée. L'autre, c'est l'inconscient, puisque l'inconscient, c'est le discours de l'autre. Ouh là 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 là, l'inconscient, c'est le discours de l'autre, et l'inconscient se caractérise, comme je l'avais appris avec François Perrier, l'inconscient se caractérise par le fait qu'on ne puisse pas dire exactement ce qu'il est. Il est tout à fait ce qu'on ne peut pas définir à partir du moment où on en parle. Ça devenait extrêmement compliqué. Bon, l'autre, c'est la femme. La femme, oui. Ah non, la femme en tant qu'elle n'existe pas. Puisque la femme, personne n'a jamais rencontré la femme, il rencontre toujours une femme ou une autre, et en plus, il l'invente en fonction de la manière dont il la voit dans le moment où elle lui répond, ou il ne répond pas. Alors, ça devenait encore... Eh bien, je me suis dit que pourquoi pas prendre les différentes figures de l'autre et voir qu'est-ce que ça donnait que chacune de ces figures de l'autre, dans la névrose obsessionnelle, dans la névrose hystérique et dans ce qui est, comme tu l'as souligné, mon dada, la névrose phobique. Parce que je me suis rappelé, j'ai constaté d'une manière absolument extraordinaire, c'est que dans la relation d'objet, Lacan ne spécifie pas la névrose phobique. Il la désigne comme étant un point qui éclaire les autres structures, mais il ne le désigne pas comme structure. Et je vais vous parler d'une manière un peu narcissique. J'avais fait une conférence là-dessus en Amérique du Sud, dans une grande faculté, et le responsable de cette faculté, un très très bon copain, a fait lui-même une conférence un peu plus tard en Amérique du Sud, au Brésil, et celui qui l'avait invité me dit « Jean, viens, viens, viens ». Alors je suis allé, et il a fait une conférence, exactement la répétition de ma conférence sur la phobie, mais sans dire que c'était une structure, puisque Lacan avait dit que ça n'en était pas une. Donc je vais essayer de préciser quelque chose de la phobie. J'avais donné dans le livre une différenciation de chacune des structures névrotiques à partir d'une phrase et de la réponse qu'on donnait ou qu'on ne donnait pas, mais qu'on imaginait donner à cette phrase. La phrase, c'est « je t'attendais ». On suppose que c'est un homme qui donne rendez-vous à un autre homme ou à une femme à un homme.
Je ne connais pas beaucoup de différences des sexes, à part les deux fondamentaux à partir desquels on essaye de penser. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais du moins, c'est ce qui fait la différence fondamentale. Eh bien, la phrase, c'est « je t'attendais ». Je ne vais pas revenir en détail, mais dans l'hystérie, la réponse dite ou tue, c'est « je suis la récompense de ton attente ». Pour l'obsessionnel, c'est « je suis à l'heure pourtant ». Pour le pervers, c'est « la première partie du programme est accomplie, passons à la seconde ». Et pour le phobique, c'est « qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quel mystère ça recèle? Comment éventuellement l'élucider et ne pas me noyer dedans ?» Eh bien, c'est ça qui est un point fondamental, me semble-t-il, c'est que toutes les structures se définissent par rapport à la castration, par rapport au manque. Je suis la récompense à ton attente, je suis donc un moyen de combler le manque. Je suis pourtant à l'heure, il n'y aurait peut-être pas de manque, mais s'il y en avait, au moins je l'aurais compensé par la conformité à un engagement qu'on a pris tous les deux. Et dans la phobie, quel mystère cette parole recèle-t-elle? Eh bien, on peut dire que d'une certaine manière, dans l'hystérie, il y a un rapport douloureux à la castration. Je résume. Dans la névrose obsessionnelle également, mais dans l'hystérie, qu'importe d'une certaine manière si l'être aimé apporte la solution par sa présence au manque que je ressens, comme s'il pouvait être comblé. L'obsessionnel, lui, sait qu'on ne peut pas combler le manque, mais il y a des maîtres qui, plus que d'autres, sont à même de faire que ce manque puisse disparaître, ou du moins être estompé. L'hystérique cherche donc un maître sur lequel elle puisse régner autrement que par le savoir. L'obsessionnel cherche un maître pour qui le manque pourrait éventuellement être estompé, tandis que pour le phobique, il n'y a aucune chance que le manque puisse être comblé, puisque le pire de tout, comme Lacan l'avait manifesté dans un congrès où il était sans arrêt cité et récité, sans même qu'on sache à la limite de quoi on avait besoin de parler quand on le citait, il disait « le manque me manque ». Car ce que le phobique a le plus peur, comme Lacan déjà l'avait amorcé dans la relation d'objet, ça n'est pas de l'objet phobique. L'objet phobique pour le phobique, c'est peut-être terrorisant, mais c'est moins pire que ce qu'il y aurait derrière lui et dont nul ne peut avoir une quelconque représentation. C'est-à-dire que l'objet phobique, c'est comme le carrefour à l'entrée d'un feu rouge qui prévient d'un risque énorme qui pourrait advenir si jamais quoi? Eh bien, dans la littérature moderne, qui prolonge les histoires de Horla, de Maupassant, il existe un certain nombre de littératures fantastiques, en particulier un auteur que tout le monde cite en référence, qui s'appelle Lovecraft, où l'horreur vient non pas en tant qu'horreur, mais en tant que horreur de l'horreur, au point même que la nomination du bord de cette horreur est quasiment impossible.
et convoque un Dieu fou. Un Dieu fou. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Un Dieu fou qui hurle dans les ténèbres. C'est quoi un Dieu fou qui hurle dans les ténèbres? Je ne parle pas de la mère de chacun d'entre nous, mais je parle de ce qui est quasiment impossible à évoquer dans le fait de nommer quelque chose qui est au bord de quoi? Au bord du réel. Eh bien, d'une certaine manière, hystérie, névrose obsessionnelle ne méconnaissent pas l'existence du réel, mais trouvent des chemins de traverse pour essayer de l'éviter. Tandis que le phobique, qui le hait, ce réel, n'arrête pas de vérifier qu'il soit là, parce que s'il n'était pas là, ça serait pire. C'est en ça que j'ai voulu proposer la structure, la phobie comme structure, puisque si on reprend un certain nombre de points relatifs à l'hystérie, à la névrose obsessionnelle, on peut avoir un certain nombre de différenciations. Eh bien, ces différenciations, elles existent également dans la phobie au point de se spécifier. Et à moins d'avoir absolument besoin de réciter Lacan, quelle que soit la manière de ne pas penser à ce qu'il dit, comme Descartes le parle en disant « je pense donc je suis », qui ne témoigne absolument pas d'une pensée, à partir du moment où on accepte de reprendre ce que Lacan disait à l'époque de la relation d'objet, jusqu'au moment où il a cessé de parler, eh bien, on peut voir qu'il existe une spécificité structurelle. Eh bien, est-ce que ça vaut la peine de se pencher sur ça? Est-ce qu'un analyste a besoin d'entendre ça? Peut-être pas, puisque le travail d'un analyste, ça consiste heureusement, à la différence des psychologues, à ne rien comprendre de ce qu'on lui dit. Les psychologues comprennent tout. L'analyste, il ne comprend pas. L'analyste, il ne s'intéresse qu'aux énigmes, vous avez entendu par rapport à la phobie, aux énigmes qui lui sont annoncées et sur lesquelles il s'interroge et sur lesquelles il interroge son analysant. Et c'est l'analyse des analyses de son analysant qui constitue une analyse et qui permet justement un approfondissement par l'association libre. Eh bien, un analyste, il sait simplement qu'il est l'adresse d'une parole, que la parole lui est adressée en tant que, il ne sait pas quoi, peut-être une figure du grand hôte, le sujet est supposé savoir. Il sait qu'il est l'adresse d'une parole et que la manière dont cette parole lui est adressée dessine une structure. Eh bien, repérer une structure, ça n'implique pas de dire à quelqu'un « vous êtes ceci ou vous êtes cela », parce que la psychanalyse est en guerre totale contre l'ontologie, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est ce qui empêche complètement une analyse que de croire qu'on puisse définir quelqu'un par un attribut. Eh bien, l'analyste, il peut exercer son entendement pour être surpris parfois que l'analysant qui lui parle a l'air d'emprunter d'autres figures du grand autre que celles qu'il pressentait comme lui étant affectées. Eh bien, en exerçant son attention, ça lui permet parfois de ne pas dormir trop vite lorsqu'on lui parle et parfois d'accompagner une cure. C'est ce que j'ai voulu essayer de dire en étant clair. Je voudrais... il y a une blague que je raconte, une histoire juive. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a eu un problème à un moment en Israël
pour reconnaître les Noirs qui venaient d'Éthiopie, les Fellachas. Est-ce qu'ils étaient juifs ou est-ce qu'ils n'étaient pas juifs? Un certain nombre de juifs orthodoxes ne voulaient pas reconnaître les Fellachas comme des juifs qui méritaient le droit au retour. Et on m'a raconté cette histoire de 3 rabbins qui sortent d'un congrès, et il y en a qui rentrent dans un taxi conduit par un Fellacha. Voici la pièce. Il y a un rabbin qui dit aux 2 autres: quand on entend des choses comme on a entendu ce matin, on se rend compte du poids de notre ignorance. Et le 2e rabbin dit: non seulement le poids de notre ignorance, mais le fait que nous sommes devant des vertiges de savoir que jamais nous n'atteindrons. Et le 3e dit: c'est de notre destin d'être toujours dans l'incomplétude par rapport à Dieu. Le feu rouge arrive, le Fellacha se retourne et leur dit: non mais quand des gens comme vous disent des choses pareilles, alors moi je fais rien. Et les 3 rabbins se regardent et lui disent: mais pour qui se prend celui-là? Si vous avez des réactions, ça n'est pas forcément désagréable. En tout cas, tu as une façon de parler de la psychanalyse qui... C'est une très 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 bonne question. Mais si vous permettez, ce n'est pas l'objet de ma préoccupation, pour une raison très très bien. C'est que je ne voudrais pas, en parlant de psychose, taper sur la tête de gens qui parlent très très bien de la psychose et auxquels je ne comprends rien. Moi, c'est mon cas de bien comprendre, parce que j'ai des patients. Je pensais, en les écoutant, à des patients en particulier, qui viennent depuis au moins, je sais pas, un nombre infini d'années, disons, et je ne sais toujours pas si ça ressort de la psychose ou de la démence. Ah ben, continuez à vous poser la question, c'est une Sauf que, sachant cette incertitude dans laquelle vous êtes, il y a intérêt à ne pas se précipiter à faire des interprétations, surtout qui donneraient du sens. Oui. C'est vrai que je n'arrête pas justement d'y précipiter, tout en me disant bien, arrête-toi tout de suite. Mais, comme vous disiez, quelquefois, c'est un peu tard. En lisant notre livre, j'ai pensé à la question. Je disais qu'en lisant votre livre, j'ai pensé à la question de Lacan, je crois que c'est 78-79, qui disait que lors de la passe, il n'a pas encore, quelque chose comme ça, hein, il n'a pas encore entendu si le sujet savait guérir une névrose, une perversion, etc. Et je me disais, en vous disant, j'y trouvais des réponses. Puisque la guérison, ce n'est pas la seule, ce n'est pas la guérison. J'attends un médecin. Qu'est-ce que c'est que la guérison, le psychanalyse, etc. Vraiment, ça fait, je ne sais pas si vous y avez pensé, vous, ou si c'est une réponse, pas une recherche de réponse, c'est cette question. Depuis Canguilhem, la question de la guérison, c'est une chose qui est très compliquée. Et rappelez-vous un petit peu ce qui s'était passé au début de la pratique analytique, quand Lacan interprétait, c'est-à-dire donnait des significations. Ce n'est pas du tout l'interprétation telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Quand il interprétait le fait de, par exemple, dans les études sur l'hystérie, le fait qu'une jeune fille ne pouvait plus marcher parce qu'elle avait vu son père rentrer au bordel, et que savoir marcher, c'était reconnaître quelque chose qu'elle voulait ne pas avoir vu. Bon. Là, c'était quasiment, dans toutes les études sur l'hystérie, on a quasiment une signification qui fait que la personne peut guérir quand elle élucide la cause active
de son symptôme. Dans l'analyse, ces derniers temps, il y a des choses qui sont extraordinaires de comparaison, de guérison. Par exemple, si quelqu'un va voir un hypnotiseur, non même pas un hypnotiseur, va se faire opérer pour un stent cardiaque qui n'est pas douloureux, mais qui nécessite un long moment de silence avec un cardiologue qui ouvre et qui passe les instruments jusqu'au lieu de la sténose pour la dilater. Il y a un long moment non douloureux d'intervention. Eh bien, il arrive que des gens qui sont sous cette intervention disent « Allez, laissez tomber, ça suffit comme ça ». Eh bien, il suffit parfois d'avoir un hypnotiseur qui raconte une histoire. Là, vous voyez, on est en train de vous opérer, ça rappellera peut-être des souvenirs où vous avez été immobile, où vous ne pouviez rien faire. Eh bien, vous savez que raconter des choses comme ça, ça fait du bien. Et si on interroge l'hypnotiseur, est-ce que ça a marché? Ben, bien sûr que ça a marché. Et quand ils font des comptes rendus de cas, notez 1 sur 10 la valeur de votre interprétation ou de votre intervention. Ça a marché. Et vous savez ce que font les analystes? Ils ne font même pas d'évaluation de chacune des séances, ou même en cours de séance. Si bien que la méta-analyse scientifique, hein, je ne parle pas des psychothérapies qui sont faites par les sectes. Là, ils ont des bons résultats, mais il ne faut pas en tenir compte, ce n'est pas scientifique. Hein. Les vrais scientifiques de la faculté qui font des méta-analyses, ils ont de très bons résultats. Les analystes, non. On lit les textes, on ne voit même pas de résultats. Alors, la question se posait Karl Popper quand il disait à Freud que les bons résultats qu'il avait n'avaient aucun sens. Eh bien, Popper avait raison. Mais il n'avait pas prévu que les sectes soignantes s'emparent des cotations de 1 à 10 pour savoir s'ils avaient fait bien ou pas bien. Il y a dans les 3 névroses, hein, si on accepte les 3 névroses, phobique, hystérique, obsessionnelle, il y a une confrontation au réel. Toujours. Et il n'y a pas de savoir, même dans le savoir scientifique. Toute nouvelle découverte implique une nomination. Et chaque fois qu'on nomme quelque chose de nouveau dans le champ du savoir, quitte même à reprendre une nomination ancienne affectée à une nouvelle découverte, chaque acquisition dans le champ du savoir démultiplie l'inconnu autour d'elle. C'est-à-dire que l'ignorance progresse avec le savoir. Mais ça, c'est plus ou moins accepté. Mais d'une certaine manière, je crois que dans la phobie, ça le conforte. Alors que dans l'hystérie, la question est déplacée. Un maître, on détient les clés et qu'importe pourvu que ce maître, je lui plaise. Ah, mais je pense qu'à des moments, comme dans tous les termes, le terme, il vient pour masquer ce qu'il signifie. Ah, je comprends rien, je comprends bien. C'est bien comme une conjuration par avance du risque de comprendre quelque chose qui serait pire. J'aime bien une des phrases, c'est un rapport, j'ai bien failli la citer de Wilde dans l'introduction au portrait de Dorian Gray. Il ne faut pas regarder les visages. Il ne faut regarder que les masques. Car il ne faut regarder que dans les miroirs, parce que les miroirs ne nous livrent que des masques. Voilà ce que dit Wilde.
Et je pense qu'à des moments, par rapport à ce que vous dites, il y a des savoirs qu'on ne peut pas formuler. Et ce qui nous vient à la place du savoir qu'on ne peut pas formuler, ce sont des métaphores. Et toutes les métaphores sont des manières de jouer avec l'inconnu, comme si on était au bord de lui, en le convoquant et en faisant que nos interlocuteurs puissent rêver de quelque chose avec lequel nous pourrions être en convergence, avec lequel nous pourrions être en communion. Mais toute la littérature est un métalangage. C'est quand même une manière de dire ce qu'on ne peut pas dire. Mais j'appliquerai à chacun d'entre nous, en tant que lecteur, une petite considération d'un auteur que j'aime beaucoup, sud-américain, qui s'appelle Luis Borges, et qui dit que chaque livre est inventé par le lecteur. Et moi, je m'aperçois qu'il y a des livres de lui que j'ai lus pas trop nombreux de fois, une vingtaine de fois parfois. Et je m'aperçois que j'ai toujours critiqué certains livres de n'avoir pas dit quelque chose que j'aurais aimé y trouver. Et qu'en le relisant, alors que j'ai la même édition depuis longtemps, je découvre qu'il l'avait dit, mais il me l'avait caché. C'est le réel de la langue avec la séparation. La langue. Et réel, imaginaire et symbolique, ça constitue aussi un métalangage. Même si la vocation de ces termes a été représentée à travers des ronds de ficelle. Ce sont des lettres, hein. Pardon? Ce sont des lettres auxquelles il est parvenu. Mm-hmm. C'est un long travail, un long investissement. Mm-hmm. Bon, puisque il y a la parole des lettres, il y a un passage qui m'a interrogée. C'est celui où il est question de la demande de reconnaissance. Oui. Adressée, dis-tu, non pas à l'autre, le semblable interlocuteur, mais à cette instance de l'autre en soi-même. Mm-hmm. Hein. Et donc, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus, d'autant que tu ajoutes que cette demande de reconnaissance, elle est indissociable des passions de l'amour, y compris le transfert, passion d'ignorance, et ajoutes-tu celle de la servitude volontaire. Mm-hmm. Hein? C'est-à-dire là où la violence supplée au mot. Alors si tu peux déplier un peu, ça j'aime bien parce que j'ai l'impression d'avoir été entendu, hein, en même temps que d'avoir été lu. C'est assez agréable. Hein. Je ne m'arrête pas sur la demande de reconnaissance, mais c'est un passage obligé. Ça serait à la limite une notion valable en psychosociologie. C'est-à-dire que chaque fois que je parle, et quand je dis « je », c'est vraiment un « je » universel, chaque fois que je parle, la question se pose de savoir si je suis entendu. Entendu par qui? Je me rappelle d'un de mes copains qui travaillait dans un dispensaire et de temps en temps, il emmenait se promener des gamins un peu perturbés, plutôt dans le registre de la psychose. Et une fois, ils avaient visité une église qui était très très joliment décorée dans un endroit, et un gamin qui ne disait pas un mot en rentrant dans le lieu
s'est arrêtée et a dit, « Il y a quelqu'un là ?» À qui s'adressait son silence? J'en sais rien. À qui s'adressait cette parole? J'en sais rien. Mais quiconque parle, y compris dans les échanges les plus bébêtes, qui ont tout à fait leur intérêt, des échanges érotiques, il y a dans ce qui est dit, dans ce qui n'est pas compris dans ce qui est dit, dans ce qui est évoqué éventuellement dans un son, il y a un appel, un genre de demande de reconnaissance auquel il est parfois plaisant de ne pas répondre, et tant pis pour toi. Cette demande de reconnaissance, elle est inhérente, elle est incluse dans la pratique même de la parole, y compris même dans certains grognements, dans certains gémissements. Et il y a des moments où on ne parle pas, chacun le sait, pour dire quelque chose, mais simplement pour avoir un écho en parole ou en geste, en humeur. Mais en tout cas, la parole n'a rien à voir, comme vous l'avez remarqué, avec des échanges de signification. Regardez, la chose la plus folle, c'est que, je reprends une formule que j'ai utilisée, je pense, je suis. Réciter je pense, je suis, ça ne signifie pas du tout que le je et le je pense et le je de soient le même. Dans le je de je pense, il y a comme un universel indifférencié où chacun peut se reconnaître pour lui-même. Mais lui-même, c'est quoi? C'est le je de je suis, du côté du moi. Je pense, je suis, ça ne témoigne pas forcément d'une pensée. Descartes en a fait une pensée en développant. Bon. Mais avec quoi on pense? On pense en comptant. 1, 2, 3, 4, 5. Ne craignez rien, je sais que c'est 6 après. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de penser, compter, sans compter soi-même et sans avoir appris par cœur. Non, c'est 6 après 5, c'est 7 après 6. C'est-à-dire que la servitude de l'apprentissage du comptage est nécessaire que pour ultérieurement on puisse dire 6 x 7, 42. C'est-à-dire qu'il faut passer du réflexe obligatoire de la comment ça s'appelle 6 x 7? Multiplication. De la multiplication. Il faut passer par cette obligation de l'apprentissage au maître pour pouvoir ensuite démultiplier des multiplications différentes. Et quand on dit que le participe passé s'accorde avec le verbe, avec le sujet quand on utilise le verbe être, ou avec le complément d'objet quand on utilise le verbe avoir, il faut être passé par là, souscrire à l'obligation qui nous a été faite de répondre à un certain nombre de normes pour qu'on puisse dire à des moments, comme la chanson de Renaud, quand le vent soufflera, nous repartira. Quand le vent souffleront, nous repartirons. C'est-à-dire qu'on peut faire des métaphores avec des conjugaisons qui sont mal adaptées, mais faire entendre le bruit du vent dans un espoir de quelque chose qui va se produire. Eh bien, dans les métaphores, à des moments, il y a ce jeu obligatoire avec la servitude pour qu'on puisse à des moments se sentir décalé. Pas tout à fait là, mais presque, mais encore, peut-être encore.
Il n'y a pas de liberté sans lien avec la servitude. Et le livre que vous n'avez peut-être pas lu d'un gamin qui n'avait pas 20 ans, qui s'appelle La Boétie. Pas beaucoup de pages, hein, une 60aine de pages. C'est tellement génial que bien sûr, personne ne lit parce qu'il trouverait des reflets de sa propre passion, de la servitude dans la manière dont la poésie, la Boétie, raconte son rapport au savoir. Mais comment voulez-vous comprendre ce que Freud dit? Soit c'est une absurdité, soit c'est intelligent. Quand Freud dit à propos du petit Hans, dont je ne crois pas du tout qu'il ait fait l'analyse, hein, puisqu'il a rencontré ce gamin une fois ou deux fois, mais donc l'analyse du petit Hans, c'est une invention de Freud dans sa tête à partir des dialogues qu'il a avec son père. Mais comment voulez-vous que Freud justifie que ça a pu se produire grâce à la participation de l'autorité bienveillante de son père? L'autorité bienveillante d'un père, enfin, il faut quand même avoir beaucoup d'illusions. Je ne peux pas croire que Freud en était bercé à ce point-là. Ah, et c'est ce qu'il a écrit. Oui, Jean, il me semble qu'à certains moments dans ton livre, tu as aussi des perspectives, tu dis des choses sur la psychanalyse actuelle. Oui. Sur les groupes, sur l'université. Qu'est-ce que tu penses de la psychanalyse actuellement? Je ne sais pas. Le mot actuel est toujours daté. Oui. À des moments, j'entends des analystes parler. Je sais qu'ils se désignent du mot d'analyste, mais je ne sais pas de quoi ils parlent. C'est vrai, à ce point-là. À des moments, je ne sais pas. Par rapport à quelle idée de la psychanalyse là? Je l'ai dit d'une manière un peu rapide tout à l'heure. Oui. L'objet de l'analyse, c'est l'analyse. Il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, de recevoir quelqu'un qui... J'ai rien contre les contrôles, j'aime bien, au contraire même. Qui me dit, je voudrais faire un contrôle avec vous. On m'a dit que ça serait difficile. Je ne sais pas qui lui a dit ça. Mais je voudrais que ce soit avec vous. Et elle me dit, donc je voudrais vous parler d'un patient qui est tellement angoissé que je lui ai dit de quitter le divan, de s'accroupir, de se redresser, de lever les bras et d'apprendre à respirer. Alors, à la fin de la séance, je lui ai dit que je souhaitais qu'elle ne revienne pas. Carrément. Elle dit, vous trouvez que je ne suis pas psychanalyste? Alors je dis, c'est possible avec d'autres, mais pas avec le patient dont vous m'avez parlé. Il y a plein d'énigmes dans ce que vous dites. C'est vrai qu'on évacue des choses avec l'air de l'ironie et que c'est pas pertinent. Bon. Non, mais la question n'est pas de parler des autres thérapies qu'on ne connaît en fait pas et qui ne nous intéressent pas. C'est plutôt nous, comment on travaille. Est-ce qu'on travaille autrement? Est-ce qu'on travaille bien? Est-ce que, comme tu dis, on n'entend pas ce qui se dit aujourd'hui, on ne sait pas y répondre? Je n'en sais rien. C'est plutôt du côté des psychanalystes que ça ne nous intéresse pas des autres thérapies. Mais est-ce qu'on a envie de pratiquer l'analyse ou est-ce qu'on utilise le vocabulaire dans l'idéologie de l'ère du temps? Or, je crois que l'analyse, il utilise le vocabulaire qui lui est adressé en tant qu'énigme. C'est-à-dire que l'ère du temps s'élucide quand ça sera le moment. Mais on a le droit de ne pas vouloir élucider l'ère du temps prêtée au mot. La mode se démode. Mais justement, ce sont les invariants qui sont intéressants.
J'ai pas entendu. Je dis que ce sont les... Ça, c'est des modes. Il y a des modes. Par conséquent, ce sont les invariants qui sont intéressants. Mhm. Les invariants, c'est un peu incertain. De les repérer, Il bouge. quand même. Il varie aussi. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous l'attendons aussi passer 42. Oui, Accrochons-nous aux tables de oui, multiplication. oui. Bon, merci Jean. Merci. En tout cas, Merci. c'est un plaisir de te dire. Non, je remercie aussi